Bonjour et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle année qui est une année nouvelle pour la plupart d'entre vous. Dans un cadre assez différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent, avec une liberté dont vous allez profiter, qu'il va falloir savoir maîtriser. Bienvenue donc, et comme le disait à l'instant Charles Kermarek, vous allez être acteurs et complices d'une expérience qui est menée en raison de la présence de ces caméras, vous pouvez le vérifier, à savoir que Charles Kermarek a eu cette idée qui est devenue un brevet déposé en attente de reconnaissance et tout à fait génial, de ne pas opposer l'écrit et la numérisation, mais d'en faire des compléments. C'est-à-dire que l'idée, c'est de publier des livres qui puissent, avec le code 2D, code barre, vous savez, qui figure et identifie le livre numérisé, être ensuite scanné sur un iPhone ou sur d'autres moyens de support, qu'importe d'ailleurs, qui permettent de se déplacer en ayant des écrits sans avoir un livre avec soi et pouvoir jouer et choisir la partie que l'on veut lire ou pas lire. Bon. Il a donc, sur ce plan, déjà conclu quelques perspectives avec des auteurs connus et reconnus. Et son idée a été et est de faire en sorte que l'on puisse aussi faire des cours de droit, ces cours qui seraient à la fois des livres et aussi numérisables, numérisés, pouvant être accessibles par la voie de ces nouveaux modes de communication que sont les iPhones et autres. Il a eu l'idée de me solliciter pour que le cours de droit constitutionnel, qui sera l'un des éléments de l'offre qu'il fait, soit celui que j'assure. Il pouvait le faire à Assas, il pouvait le faire ailleurs. Il a choisi que ce soit moi, je l'en remercie vivement. C'est une preuve de confiance indiscutablement de sa part. Et donc, nous allons être accompagnés tout au long de ces heures qui vont nous réunir de ce caméraman sympathique, de sa caméra efficace. Et naturellement, au fur et à mesure que sortira le thème du cours sous forme de livre numérisé, je vous en tiendrai informé, étant entendu que la vocation n'est pas simplement que la publication ne serve qu'à vous, mais qu'elle soit diffusée, bien sûr, sur l'ensemble des universités françaises. Voilà. Donc, bienvenue, encore une fois. Vous êtes ici, pour ceux dont le réveil a été peut-être tardif ou difficile, dans le cadre d'un cours de droit constitutionnel, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le portail d'accès, droit, AES. Vous êtes ici par volonté, par oubli ou par erreur, j'en sais rien, et vous non plus peut-être. En tout cas, ce que je voudrais vous dire pour commencer, quitte à vous donner l'impression d'être un peu paternaliste d'une certaine façon, c'est que quelles que soient les raisons qui vous ont conduit à être ici ce matin, vous vous devez d'assumer les conséquences, d'assumer votre choix. Vous êtes là, ok ? Vous n'êtes pas là pour passer simplement la matinée, vous êtes là aussi pour tenter de vous former. Donc, veillez à ce que ces heures que vous allez passer, qui vous paraîtront parfois très longues d'ailleurs, veillez toutefois à ce que ces heures vous soient utiles. Vous savez, je suis professeur d'université, par ailleurs il m'arrive de mener des missions européennes dans des pays aussi différents que le Bangladesh, que l'Azerbaïdjan, que la République centrafricaine, etc. Et dans ces pays, je rencontre souvent des jeunes comme vous qui n'ont pas la chance de pouvoir accéder à des études supérieures et qui le voudraient bien, qui en rêvent et qui en font des cauchemars. Vous avez cette chance qui est tellement naturelle que peut-être que vous ne la mesurez pas. Je vous en conjure, essayez d'en être digne, c'est-à-dire veillez à ce que le temps que vous passiez, vous vous le devez à vous-même et vous le devez aux autres, et notamment à ceux et à vos parents qui vous permettent d'être là, veillez à ce que
ce soit du temps qui soit pour vous du temps positif. Cette remarque, je tenais à la faire parce qu'elle m'apparaît nécessaire pour vous expliquer désormais que nous allons nous retrouver dans le cadre de ce qu'on appelle un premier semestre. Vous savez que l'université a le sens de l'absurde parce que le semestre commence début septembre et se termine début décembre. Un semestre, ça a toujours été 6 mois, donc c'est une interprétation académique de ce qu'on appelle le semestre. Bon, qu'importe. Nous allons nous retrouver pour 30 heures. 30 heures, c'est peu, ou c'est beaucoup. 30 heures pour couvrir un territoire assez vaste, il faut bien le dire, et 30 heures qui seront accompagnées, à partir du 20-21 septembre, de travaux dirigés, dans le cadre de groupes, qui sont des groupes plus restreints, qui seront animés par des enseignants avec lesquels, évidemment, je coordonne cet enseignement, et pour leur indiquer quels sont les thèmes qu'ils doivent aborder, de la manière dont ils doivent organiser ces travaux dirigés, puisque ça vous permettra d'être dans une modalité plus interactive, si je puis dire. Parce qu'ici, vous imaginez bien qu'on ne va pas ouvrir le dialogue, quoi. Ce serait la foire d'empoigne, ou ce serait, je ne sais pas moi, une braderie quelconque, mais on ne peut pas véritablement discuter, approfondir avec la disposition de l'amphithéâtre et puis le nombre que vous êtes par rapport à la seule personne qui se trouve en face de vous. Donc c'est malheureusement unilatéral. Ce qui veut dire, en clair, que l'intérêt que vous allez trouver à ce cours sera lié aussi aux notes que vous allez prendre. Vous avez la chance parce que lorsque l'ouvrage sortira, s'il y a eu quelques erreurs de notes, vous vous retrouverez plus facilement. Mais néanmoins, l'essentiel de votre apprentissage du droit va résulter de votre capacité à savoir prendre des notes. J'espère qu'on vous l'a appris, j'espère que vous savez ce qu'il faut faire. Alors, vous savez aussi que nous nous retrouvons donc, comme vous vous en rendez compte, le jeudi matin de 8h à 10h, et le vendredi de 13h30 à 15h30, 2 heures, et que tous les psychologues vous diront que 2 heures d'attention, c'est quasiment impossible, c'est quand même improbable. Donc vous allez certainement, au cours de cette première heure, déjà je pense que certains sont déjà partis d'ailleurs, pas physiquement mais dans leur tête, vous allez forcément vous trouver dans des moments de passivité, je veux dire en termes de concentration. Essayez de les éviter au maximum parce que ça risque de provoquer quelques erreurs d'appréciation dans les notes que vous prendrez. Et puis, dernier mot pour situer le contexte, je suis là pour vous, je ne suis pas là pour moi. Je pense que le droit constitutionnel, je le maîtrise un peu, donc j'essaie de vous faire partager, j'allais dire la passion, c'est peut-être un peu trop, mais enfin l'intérêt que je porte au droit et à l'enseignement du droit constitutionnel particulièrement. Donc, c'est votre faculté d'appréhension, d'assimilation qui m'intéresse. Je ne vais pas chercher à accumuler des connaissances, vous n'êtes pas des vases que je veux remplir. Mais j'aimerais allumer chez vous l'envie, le feu de l'envie d'aller plus loin. C'est-à-dire essayer de provoquer l'intérêt qui va constituer le déclic vous conduisant à aimer ce que vous ferez. Vous savez très bien que chacun d'entre vous a une ou des passions. Ça peut être le foot, ça peut être je sais pas moi, ça peut être le jeu d'échecs, ça peut être le handball, n'importe où. Ça peut être le surf, qu'importe. Mais dans votre territoire de prédilection, vous en avez tous un forcément, chacun a son petit jardin secret. Vous êtes très bon parce que ça vous plaît. Donc ça vous plaît, vous vous investissez là-dedans. Et puisque vous investissez, ça vous plaît encore plus parce que vous connaissez encore plus. Alors ce que je vous demande, c'est avoir cette attitude à l'égard de ce que vous allez apprendre. Intéressez-vous. Si vous restez en dehors, vous ne vous formerez pas. Vous vivrez à côté, en parallèle par rapport, au fond, à ce temps passé qui risquera d'être rapidement inutile. En revanche, si vous vous forcez, parce que ce n'est pas naturel, si vous avez une passion depuis tout petit pour le droit, je crois que ça soigne, ce n'est pas tout à fait naturel. Non, je pense que l'intérêt que vous allez vous-même nourrir va provoquer l'envie d'en connaître un peu plus. Et plus on connaît, plus on a envie d'aller plus loin. C'est cela, c'est cette démarche-là que je voudrais essayer de vous communiquer au cours de ces quelques heures qui vont nous réunir
en droit constitutionnel. Alors, pour en venir maintenant au fond des choses, le droit constitutionnel, qu'est-ce que c'est? Brève introduction, le plan, vous en disposerez le plus rapidement possible. J'essaie de le faire parvenir par la plateforme Moodle pour que vous l'ayez sur le site de l'UBO. S'il y a des problèmes, parce que rien n'est simple, vous l'aurez sous forme papier, pas un problème. Donc, le plan du cours. L'introduction, celle qui va nous réunir pour cette première heure, se décompose en 3 parties, 3 thèmes. Qu'est-ce que le droit, après tout? Quand on dit droit constitutionnel, il y a droit. Qu'est-ce que le droit? Deuxième thème, la distinction entre droit public et droit privé. Peut-être qu'elle vous échappe encore, et ça paraît normal. Elle est fondatrice et importante. Donc, j'essaierai brièvement de vous en montrer à la fois la portée et la relativité. Et puis, enfin, l'évolution du droit constitutionnel. Vous voyez, une introduction brève, simplement pour citer le contexte, pour situer le contexte. Et commençons donc par cette première interrogation, qu'est-ce que le droit? Ça peut vous paraître très abstrait, ça peut vous paraître très théorique, ça peut vous paraître très étranger à vos préoccupations. En réalité, vous êtes aussi des juristes, sans vous en rendre compte, comme M. Jourdain qui faisait cette prose dont on connaît le destin. Parce que quand vous êtes venu ce matin, si vous êtes venu en voiture, vous avez respecté, je l'espère pour vous, le code de la route. Si vous avez pris le bus, vous avez respecté les conditions d'accès au bus, à moins de vous mettre en infraction. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous êtes inscrit à l'université. Et si vous êtes inscrit à l'université, c'est que vous avez rempli les conditions et suivi une procédure pour que l'inscription soit effective. Ben, ça, c'est du droit. Donc le droit ne vous est pas étranger. Vous êtes nécessairement, vous aussi, des personnes de droit, donc des juristes, au sens pragmatique du mot. Mais au-delà de cette première remarque, définition. Qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est un mode de relation entre les hommes qui dicte leur conduite sociale. Mode de relation entre les hommes dictant leur conduite sociale. On s'arrête un instant là-dessus. Chacun d'entre nous a des ambitions, des projets, des objectifs. Chacun d'entre nous aimerait bien aller au bout de lui-même dans un épanouissement aussi approfondi que possible. Mais il y a les autres. Il y a les autres. Aristote nous l'a dit il y a très longtemps. L'homme est un animal social. L'homme est un animal social. Bon, c'est une traduction, évidemment, d'une formule grecque. Certains traduisent par animal politique, animal social, mais admettons que ce soit synonyme pour l'instant. L'homme est un animal social. Alors, entre parenthèses, on oublie souvent que c'est aussi un animal. Mais ça, c'est en sciences politiques que j'évoquerai cette dimension qui est parfois inquiétante. Mais c'est surtout pour ce qui conduit à cette réflexion un animal social. L'homme vit en société. L'homme vit avec ses semblables, de gré ou de force. La solitude de Robinson Crusoe, c'est une exception. Or, à partir du moment où les hommes vivent ensemble, nécessairement, il faut des règles du jeu. Il faut des règles du jeu. Sinon, c'est la guerre, quoi. L'enfer, c'est les autres. Il faut essayer de trouver des modes opératoires qui permettent de vivre ensemble dans un esprit pacifié. Vous savez très bien, si vous jouez à un sport collectif, voire même un sport individuel, mais sport collectif, il y a toujours des règles du jeu.
Au football, il y a des règles du jeu. Basket, handball. C'est inéluctable. Eh bien, le droit, c'est l'ensemble des règles du jeu social, au fond. Il faut qu'on se donne des règles du jeu pour éviter de s'affronter jusqu'à extermination. Donc c'est une nécessité, le droit. C'est un mode de relation qui impose ces conduites, qui permet de vivre ensemble. On peut, deuxième définition, si vous voulez, que l'on trouve dans le lexique des termes juridiques, on peut dire aussi que le droit, c'est l'ensemble des règles édictées et sanctionnées par l'État, ensemble des règles édictées et sanctionnées par l'État, en vue de faire régner dans la société la liberté et l'autorité. Formule très vague. Hein. Ensemble des règles édictées et sanctionnées par l'État en vue de faire régner dans la société l'autorité et la liberté. Allez, je m'arrête un instant là-dessus pour vous signaler d'emblée que l'État est un acteur très important dans le dispositif de ce code de conduite sociale. Ce sera l'un des thèmes qui sera approfondi à partir de la prochaine heure. Deuxième observation, vous voyez que lorsqu'on parle de ces règles édictées et sanctionnées par l'État, on fait intervenir l'idée de sanction. Une règle sanctionnée. Au fond, si l'on voulait en venir à l'essentiel, le droit, c'est pas plus que cela, c'est ça, une règle sanctionnée. Et c'est la sanction qui contribue largement à la reconnaissance de la règle. Oh, bien sûr, vous entendrez, dans le cadre d'autres cours, des réflexions tout à fait intéressantes sur le fait de savoir est-ce que la sanction fait partie de la définition même du droit et de la règle. J'écarte d'emblée pour l'instant ce débat, mais je constate que le droit, c'est vraisemblablement le seul mode opératoire qui apparaît en se complétant par des sanctions édictées. Et puis enfin, par rapport à cette définition, il est dit que, dans ce lexique des termes juridiques, donc, il est dit que ces règles édictées et sanctionnées par l'État ont pour but de promouvoir l'autorité et la liberté. Autorité et liberté. Ce sont, je dirais, les deux pôles contradictoires, mais qui doivent tenter de se concilier dans le cadre de cette osmose, de cette harmonie toujours partielle, toujours relative, toujours fragile, entre chacun d'entre nous et le groupe auquel il appartient et la société dans laquelle il se trouve. L'autorité, eh oui. S'il y a des règles et des sanctions, il faut bien une autorité qui puisse être habilitée à définir ces règles et à imposer ces sanctions. Liberté, sans doute. Car s'il n'y a pas de liberté et si l'on ne protège pas cette capacité d'autonomie individuelle, le système devient despotique, pour ne pas dire dictatorial, pour ne pas dire inacceptable. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, un régime fait pour des bêtes plus que pour des hommes. Donc, voilà comment se présente le droit en première approche. Alors, pour prolonger la réflexion, deux précisions. D'abord, ce que j'ai appelé à propos de cette définition du droit, qu'est-ce que le droit? Premièrement, regard croisé. J'ai appelé ça comme ça, regard croisé, au pluriel bien sûr. C'est-à-dire qu'on va regarder d'un peu plus près les différentes conséquences de ce que je viens d'approcher très superficiellement. Et deuxième thème, toujours dans cette réflexion, qu'est-ce que le droit? Après ces regards croisés, approche diversifiée, nous irons un peu vers l'anthropologie pour donner une vision plus large. Mais ce sera évidemment très bref. D'abord, en ce qui concerne les regards croisés. Premièrement, je crois qu'il y a trois approches du mot droit. Trois approches. Première approche, l'approche que je qualifierais d'existentielle.
C'est celle dont je vous faisais part tout à l'heure en vous disant vous êtes des juristes puisque vous êtes nécessairement des pratiquants du droit, des praticiens du droit, de gré ou de force et peut-être sans le savoir. Donc, approche existentielle, c'est cela. Le droit fait partie de notre code génétique social, si je puis dire. N'oubliez pas que derrière cette vision, le droit prend aussi parfois des connotations de revendication. J'ai droit à, ou j'ai le droit de, perçu comme étant la formulation d'une liberté acquise ou conquise. On va même, pour tenter de leur donner un destin définitif, on va même jusqu'à parler de droit acquis. Ça veut dire des prérogatives que l'on a obtenues, souvent d'ailleurs par des combats, et que l'on veut stabiliser parce qu'elles sont tellement fragiles qu'il faut les maintenir. Droit en termes de revendication. Approche existentielle, je n'ai pas besoin de m'y attarder. Deuxième type d'approche, approche que je qualifierais d'approche essentielle. C'est-à-dire qu'en s'éloignant un peu de cette pratique quotidienne et renouvelée qui est celle de chacun d'entre nous, le droit, c'est un ensemble de normes. Ensemble de normes. Et là, pour évoquer cette formule, il faut que j'appelle à témoin deux auteurs célèbres, Emmanuel Kant et Hans Kelsen, très brièvement. D'abord, Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Emmanuel Kant, 1724-1804, pour le situer dans notre histoire, ce qui permet de mieux prendre conscience de l'importance de cette période-là en termes de foisonnement des idées. Donc, en 1781, il publie Critique de la raison pure, et sans m'attarder sur la philosophie d'Emmanuel Kant, l'idée qu'il développe, c'est l'idée de la liberté soutenue par la volonté. Et il explique qu'au fond, chaque individu est soumis à deux types de règles. Des règles qu'il appelle autonomes, j'utilise son expression, autonome, ça veut dire des règles qu'on s'impose soi-même. Vous vous imposez chacun des règles de vie, vous vous imposez chacun des obligations, vous vous imposez chacun des modes de fonctionnement, c'est le propre de chacun, par le fait de votre volonté. Et, deuxièmement, des règles qu'il appelle des règles hétéronomes, H-E-T-E-R-O-N-O-M-E-S, des règles hétéronomes. Ça veut dire des règles que votre volonté n'oublie pas, qu'elle prend en considération, mais qui viennent d'ailleurs. Et précisément, le droit relève de ces règles qui s'imposent à vous et que vous acceptez volontairement de reconnaître, règles autonomes, règles hétéronomes. Deuxième auteur, Hans Kelsen. Hans Kelsen, K-E-L-S-E-N, 1881-1973. Hans Kelsen, qui était tchèque d'origine, a publié un livre de référence, Théorie pure du droit. Ce livre a été traduit en français par Charles Eisenman en 1955 et est devenu la référence, et je dirais la référence principale d'ailleurs pour le droit constitutionnel. Pourquoi ? Parce que Hans Kelsen, admirateur de Kant d'ailleurs, si je puis dire par ailleurs, donc Hans Kelsen va notamment préciser 3 points. Premier point, le droit c'est l'État. Le droit c'est l'État. La norme juridique est produite par l'État. C'est ce qu'on appelle, au sens large du mot, et vous entendrez cette expression,
le droit positif. Le droit positif ne s'oppose pas au droit négatif. Le droit positif se distingue de ce qu'on appelle le droit naturel, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le droit positif, c'est-à-dire ces règles qui sont fabriquées par l'État. Je dis bien les normes fabriquées par l'État. Parce que, deuxième idée, le droit est un ensemble de normes contraignantes. Deuxième idée, le droit est un ensemble de normes contraignantes. La norme morale, elle n'oblige que celui qui se la reconnaît. Elle n'a pas vocation à devenir la norme collective. Alors, quand je parle de normes, soyons bien clairs, je suis dans le domaine de la prescription et non pas de la description. Si je dis « il fait beau », ce qui est d'ailleurs vrai, merveilleux ce mois de septembre. Donc, si je dis « il fait beau », c'est une description. C'est banal, c'est du figuratif, si je puis dire. Mais si je dis « il faut que vous travailliez », c'est une prescription. Quand vous allez voir le médecin, pour peu que vous ayez des symptômes, il va vous prescrire par ordonnance un traitement. Prescription. La prescription, vous voyez, c'est dans le domaine du vouloir, dans le domaine de l'intention et non pas dans le domaine de la description. Donc, quand on parle, comme le fait Hans Kelsen, d'un ensemble de normes contraignantes, on insiste sur cette dimension prescription. Prescription avec contrainte à l'appui. Et puis, et c'est là où le troisième point est très important, c'est le droit, un ensemble de normes hiérarchisées. Hiérarchisées. La hiérarchisation des règles. Le droit, ce n'est pas un fourre-tout. Le droit, c'est un ensemble normatif, comme on dit. C'est un système normatif hiérarchisé. Alors, hiérarchisé, l'idée que vous devez avoir, l'image qui doit vous venir à l'esprit, c'est une pyramide. Pyramide. Au sommet, la norme fondamentale. The Grundnorm, comme Das Grundnorm, comme l'écrit Hans Kelsen, c'est-à-dire la norme de référence, la norme fondatrice. La norme fondatrice qui deviendra et qui est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui la Constitution, de laquelle découlent des principes, des prescriptions, des obligations qui vont donner vie à des lois. Production législative. Lesquelles lois, en raison de leur caractère général et impersonnel, devront donner lieu à des mesures d'application, des décrets, des arrêtés. Et vous voyez qu'on est dans une hiérarchisation. La norme législative doit respecter la norme constitutionnelle. La norme décrétale ou réglementaire doit respecter la norme législative. C'est un peu comme les poupées russes ou les tables gigognes qui se déboîtent ou qui s'emboîtent. Donc, cette vision pyramidale qui donnera la mise en œuvre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit et qui conduira évidemment à des descriptions plus précises dans quelques temps. Approche existentielle, approche essentielle et, je dirais, approche académique. Le droit fait partie d'une discipline qui est enseignée dans le cadre de l'université et dans ce cadre-là, le droit est davantage identifié comme étant un territoire de connaissance. Ah, tu fais du droit, moi je fais lettres. Donc faire du droit, ça veut dire suivre les enseignements qui ont trait à l'analyse, à la compréhension, à l'interprétation de ce système juridique. Alors j'en profite d'ailleurs pour combattre une fois de plus un moulin à vent qui est lié à la formation juridique. Vous entendrez certainement, et peut-être le pensez-vous encore, que faire du droit, c'est faire travailler sa mémoire. Un point, c'est tout. Faux. La formation qui implique de faire travailler sa mémoire de manière intensive, c'est la médecine, pas le droit. Je continue à dire, à répéter que le droit, c'est un apprentissage
de la faculté de raisonner. Raisonner AI, et non pas comme une cloche. De raisonner en termes de capacité de déduction, d'induction, de démonstration, c'est l'apprentissage de cette méthodologie. Le droit, c'est un mode de réflexion. D'ailleurs, c'est bien connu, dans chaque formation, il y a en quelque sorte des caricatures. La caricature littéraire, c'est plutôt de s'évader dans des discours qui n'en finissent pas. La caricature scientifique, c'est plutôt la sécheresse du propos. Et la caricature juridique, c'est justement cette décomposition en termes de démonstration. Donc, c'est le plus difficile, vous savez. Enseigner la méthodologie, c'est impossible. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Parce que c'est en vous affrontant vous-même aux difficultés que vous pourrez les identifier et éventuellement, je le souhaite bien sûr, les contourner. Donc, mais on ne peut pas faire de la méthodologie sur le néant, à vos souhaits. Donc, on fait la méthodologie sur un contenu. Il ne faut pas évidemment se débarrasser d'un contenu. C'est un faux débat. L'académisme, la pédagogie, le pédagogisme, ou l'académisme, c'est un faux débat. Donc, en réalité, mais surtout, je comprenais bien cela. Je ne vous demanderai pas d'apprendre les articles de la Constitution par cœur. Je ne vous demanderai pas d'apprendre les dates de naissance ou des auteurs que je citerai. Je le fais parce que je m'impose de le faire afin de vous donner quelques repères historiques. Mais c'est mon choix, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une prescription pour vous, pour reprendre un terme de portée juridique. Donc, approche, vous voyez, 3 approches. Par rapport à ces regards croisés, je voudrais, deuxième point, vous parler donc de vision diversifiée. Donc, je suis toujours dans l'introduction. Qu'est-ce que le droit? Premièrement, regard croisé. Deuxièmement, approche diversifiée. Très brièvement, simplement pour que vous compreniez que chaque société secrète son droit. Le droit, c'est une sorte de sous-produit naturel d'une culture propre à chaque société. Ce qui veut dire que lorsqu'on dit que le droit, c'est un ensemble de règles formalisées, ça veut dire qu'ils prennent la forme de textes qui sont disposés de telle façon qu'ils puissent être compris, interprétés et appliqués. Et sanctionnés. J'ai parlé suffisamment de cette idée de sanction. C'est vrai, mais c'est vrai sous 2 réserves. La première réserve, c'est qu'il y a aujourd'hui des règles de droit dont la sanction est illusoire. Quand vous allez approcher le droit international, vous vous rendrez compte que, hélas, l'une des limites de ce droit international, c'est que les sanctions sont toujours relatives. Regardez ce petit jeu de cache-cache avec l'Iran. À chaque fois que le président Ahmadinejad fait une provocation, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour essayer d'apporter des sanctions supplémentaires, qui d'ailleurs ont un effet extrêmement relatif, à tel point qu'il y a une provocation de plus qui est... Bon, voilà. On est dans une logique où est la sanction? Où est la sanction lorsque Israël ne respecte pas la résolution du Conseil de sécurité pour se retirer des territoires occupés, etc. Donc le droit international, là, il faut dire, est en cours de fabrication. Il est loin d'être abouti et donc on est loin de cette idée corrélative de sanction. Mais ce n'est pas seulement dans ce cadre-là. Même dans le cadre de notre droit constitutionnel, la sanction est parfois plus qu'hypothétique. Exemple, il y a dans la Constitution française d'aujourd'hui, bon, j'en reparlerai, ce sera second semestre, il y a dans la Constitution française d'aujourd'hui un article 10, le président de la République promulgue les lois. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le président de la République, lorsque la loi a été votée par le Parlement, il va lui donner, en quelque sorte, l'authentification, comme un notaire, authentifier un acte. Et puis, à partir de ce moment-là, la loi va être publiée au journal officiel, elle devient la règle pour tout le monde. Il y a dans la même Constitution un article 13. Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Même chose. On peut dire, on pourrait, on a pu dire que le président de la République, dans ce cadre-là, il est exactement dans la même situation que pour la loi. Il reçoit les ordonnances, entrons pas dans le détail juridique de ce qu'est une ordonnance aujourd'hui, ou bien les décrets délibérés en Conseil des ministres, il les signe et hop, ils deviennent effectifs. Sauf que, en 1986, le président François Mitterrand, la première cohabitation venant de survenir, en mars 1986, décide de ne pas signer certaines ordonnances. Il dit, après tout, si je signe, c'est que j'ai le droit de ne pas signer. Autrement dit, vous voyez, dans l'article 10, le présent indicatif vaut impératif. Il n'y a pas un président de la République qui se soit posé la question automatiquement, alors que dans le cas de l'article 13, le présent devient conditionnel. Comme quoi, quand on entre dans le détail, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que de dire que le droit est un ensemble de règles sanctionnées. Et puis, il y a des sociétés dans lesquelles la formalisation du droit, elle n'atteint pas la sophistication que nous pouvons connaître dans nos pays, disons, occidentaux, pour simplifier. Et quand je dis pays occidentaux, d'ailleurs, c'est inexact parce que la Grande-Bretagne est un peu du type de ce que je suis en train d'évoquer, à savoir le recours à la coutume. La coutume. La coutume, elle est tout sauf formalisée par définition, puisque la coutume, c'est l'alluvion du temps, le patinage de l'histoire, patinage du temps. Donc, il y a une autre vision. Exemple, pour bien vous montrer la différence entre les deux, quand j'ai mené une mission au Bangladesh, j'ai observé qu'il y avait, en termes de justice, deux ordres juridiques, deux ordres judiciaires qui s'ignoraient, voire même qui s'excluaient. Il y avait l'ordre juridictionnel à l'européenne, imposé par le colon britannique, à l'époque où la Grande-Bretagne, dans son empire, avait l'Inde, et incluant le territoire du Bangladesh aujourd'hui. Et puis dans les villages, il y avait une justice de village, qu'on appelle le chalish, là-bas, c'est-à-dire une justice qui n'avait pas de procédure véritable, qui était laissée un peu à l'initiative du groupe. Lorsqu'il y avait un vol qui était commis, il y avait le sage ou quelques personnes connues, reconnues implicitement par le groupe qui se réunissait pour émettre une sanction ou décider d'une sanction. Ce n'était pas formalisé du tout. C'est une pratique qui venait du fond des temps, du fond des âges, mais qui a une valeur juridique tout autant. Donc, le droit n'est pas simplement, ce que je veux vous faire comprendre, c'est pas simplement formalisé. Et c'est peut-être pas le plus important, d'ailleurs, la formalisation, quoique. Bon, on en reparlera plus tard. Donc, il y a cette formalisation, sans doute, mais il y a aussi des pratiques anthropologiques, et je pense, par exemple, à un auteur comme Radcliffe Brown, enfin, qu'importe, anthropologue, qui a observé la population d'Australie occidentale, et qui relève qu'il y a le droit joue le rôle de contrôle social, et le mot vaut d'être rappelé, de contrôle social, mais avec des modalités qui ne sont pas nécessairement formalisées, qui sont parfois implicites. Vous voyez qu'au bout du compte, c'est ce que je voulais vous faire comprendre, que le droit est à la fois incontournable et en même temps diversifié. Deuxième thème, la distinction entre droit public et droit privé. Donc, distinction, droit public, droit privé. Oui, cette distinction, elle va vous accompagner, vous allez la supporter
ou la subir, au long de vos études, elle repose sur quoi? Elle repose sur une idée simple. C'est que dans la société, il y a vous et moi, nous sommes des personnes à égalité de valeur réciproque, de reconnaissance, et puis, il y a des personnes qui, elles, ont en charge la régulation du collectif, si je puis dire, ont pour mission de veiller à ce que cet amalgame entre les uns et les autres fonctionne pour le mieux, à trouver la meilleure cohabitation ou le meilleur compromis entre cette autorité, cette liberté dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, de deux choses l'une, ou bien on considère que ces personnes qui ont en charge l'intérêt public, l'intérêt collectif, ce qu'on appelle l'intérêt général, ou bien donc on décide que ces personnes doivent bénéficier d'un statut privilégié, particulier, spécifique, et alors on va leur donner des règles qui seront différentes des autres, qui leur seront plutôt favorables, qui seront, comme l'on dit selon une formule française bien connue, dérogatoires du droit commun, ou dérogatoires au droit commun. Et puis il y aura l'autre branche du droit, c'est-à-dire le droit privé, qui va régir les relations entre personnes privées que nous sommes les uns et les autres. Ça, c'est le fondement de la distinction. Ou bien on considère que cette distinction n'a pas lieu d'être. Et c'est plutôt dans ce sens-là que l'on va aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais, en deux mots, vous montrer la portée de cette distinction et vous souligner sa relativité. La portée. D'abord, la portée consiste à énoncer, élaborer, préciser des règles qui vont donner à ces personnes publiques la possibilité d'exercer dans des conditions favorables leur mission d'intérêt public. Ça veut dire, par exemple, que ces personnes publiques pourront prendre des décisions unilatérales. Alors, ça ne veut pas dire simplement que ces décisions sont prises par une autorité, mais ça veut dire que ces décisions ont vocation à s'imposer à tout le monde. Je décide pour tout le monde. Et pas simplement pour moi, qui suis l'auteur de la règle. C'est le cas de l'État, c'est le cas de la commune. Procédé unilatéral. Et à l'intérieur donc de cette branche de droit public, vous allez trouver des disciplines académiques comme le droit constitutionnel, comme le droit administratif, qui est l'ensemble des règles relatives au fonctionnement, à l'organisation et à la responsabilité de l'administration, finances publiques, droit international public, gérant les relations entre États et plan international, etc. Et puis, droit privé, vous aurez tout ce qui concerne les relations entre personnes et qui sont fondées, ces relations, non pas sur l'idée d'un acte unilatéral, qui, lui, est davantage exclusivement porteur de l'idée de puissance publique, mais par le contrat. Les relations entre personnes privées sont nourries du contrat, de l'idée de contrat. Échange de volonté, échange de consentement, le droit des personnes, le droit des biens, relève de cette logique. Parce que nous avons tous une valeur juridique identique, je ne peux m'engager à l'égard d'un autre que si lui-même s'engage à mon égard. C'est échange de consentement, c'est le principe même du contrat. Article 134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites. On est dans les deux logiques différentes, vous voyez. C'est la portée, donc vous avez trouvé droit des personnes, droit commercial, etc. Branche du droit que vous trouvez d'ailleurs dans votre programme en termes d'UV, parce que ça correspond à des disciplines juridiques enseignées. Relativité. La relativité de ce mode distinctif tient à ce que, premièrement, la liaison entre personne publique et intérêt public est une liaison qui s'est largement affadie. D'abord,
ou deux arguments pour m'en tenir à l'essentiel. Premier argument, d'abord parce que l'intérêt général, ça n'existe pas. Désolé. C'est une création idéologique, l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général? Je prends un exemple. Nous sommes à Brest. Vu de Brest, il est d'intérêt général que nous ayons un TGV au plus vite, pour ne pas nous éloigner encore un peu plus du centre européen, pour ne pas être de plus en plus excentrés, comme nous sommes en train de le devenir. Ça, c'est d'intérêt général, vu de Brest. Mais quand vous êtes à Paris, est-ce véritablement un intérêt général prioritaire que d'assumer ce TGV alors que les axes de développement économique et commerciaux se font plutôt dans l'axe Rhin-Rhône et vers l'est de la France plutôt que vers l'ouest? C'est discutable. Selon le lieu où vous vous situez, l'intérêt général prend une connotation tout à fait différente, une densité très différente. Et puis autre exemple, pendant des décennies après-guerre, l'industrialisation à outrance était d'intérêt général pour que la France se reconstruise. Alors, on a construit, on a développé des pratiques, des productions, sans se préoccuper des conséquences, y compris d'ailleurs en agriculture, d'où les algues vertes que l'on constate aujourd'hui. C'était d'intérêt général à l'époque. Et aujourd'hui, il est d'intérêt général de stopper cette course vers l'absurde pour éviter la guerre mondiale dont nous parle Michel Serres dans son dernier ouvrage. Donc, il y a là, la guerre mondiale, ça veut dire la guerre contre nous-mêmes, la guerre dont l'enjeu, c'est au fond la disparition de l'espèce humaine sur Terre, que nous provoquons nous-mêmes par nos propres excès. Donc, vous voyez que l'intérêt général varie selon l'espace, selon le temps, donc il n'a pas une identité forte. Et puis, par ailleurs, deuxième argument, c'est fini le temps de la puissance publique où l'État pouvait décider superbement pour tout le monde sans même se donner la peine d'expliquer ses décisions. Ça ne passe plus maintenant. Ça ne passe plus. C'est comme pour la viande, on veut la traçabilité de la décision. Comme les produits alimentaires, on veut savoir comment s'est faite la décision. Ce qui veut dire que, de gré et de force, ou est de force, l'État est amené nécessairement à négocier, à transiger, à écouter, à consulter, voire à se concerter avec d'autres. On n'est pas loin de la procédure contractuelle. Donc, la distinction par rapport aux méthodes s'estompe. Et par ailleurs, au niveau, cette fois, du droit privé ou des personnes privées, par ailleurs, même chose. Dire que les personnes privées poursuivent un intérêt qui est un intérêt égoïste, particulier, c'est sans doute vrai, quoique Amnesty International ne me semble pas être marqué par un souci de productivité personnelle. Il y a un nombre important de ce qu'on appelle en France des associations à but non lucratif, qui sont aussi porteuses d'une partie de cet intérêt général, qui sont aussi des éléments de plus en plus forts. Alors, malheureusement, dans le langage technocratique et international, il m'arrive de rencontrer dans les documents de l'Union européenne un signe qui s'appelle ANE, A-N-E. Alors évidemment, c'est pas, en français, ANE, c'est pas très, très valorisant, mais ça veut dire acteur non étatique. Et ça englobe systématiquement tous ces modes d'intervention collective qui sont soucieux aussi, d'une part, de notre survie collective. Donc, il y a, vous le voyez, une distinction qui est une distinction qui se réduit. Enfin, dernier point, l'évolution du droit constitutionnel, vous voyez, c'est simplement pour, en termes de prologue, pour essayer de situer un peu tout cela. Vous ne serez pas surpris, je veux dire, que le droit constitutionnel se définit comme étant une branche du droit public. Une branche du droit public qui a trait à l'organisation et au fonctionnement de l'État. Tiens donc, branche de droit public concernant les modes d'organisation et de fonctionnement de l'État.
C'est ce pourquoi, d'ailleurs, l'État va attirer notre attention pendant quelques heures. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que depuis, en France, allez, on peut dire depuis 50 ans, le droit constitutionnel a connu une évolution en 3 temps. Premier temps, c'était le droit constitutionnel, on pouvait le résumer, ce sera le premier point, le droit de la Constitution. Ça veut dire que dans un premier temps, le droit constitutionnel était un droit institutionnel. Dans un cours comme celui-ci, par exemple, dans les années 50, eh bien, on décrivait le mode d'organisation de l'État, le mode d'organisation du Parlement, enfin la manière dont les institutions porteuses de cette capacité normative que j'évoquais tout à l'heure se mettaient en œuvre. Et puis, il y a eu un élargissement à savoir que le droit constitutionnel a toujours été le droit de la Constitution, mais on est passé du droit constitutionnel institutionnel au droit constitutionnel normatif. C'est-à-dire que, dans un second temps, on s'est intéressé à la production même des normes, à la manière dont elles étaient élaborées, à la manière dont elles étaient enchevêtrées, à la manière dont elles étaient interprétées. Donc vous voyez, on est passé de l'apparence, l'institution, au mode opératoire, c'est-à-dire les normes. Cela est relativement classique. Mais il y a eu, et en France, on peut dater très précisément le virage, c'est en 1971, le passage à autre chose. C'est le deuxième point que j'évoquerai. Non plus la Constitution, non plus le droit constitutionnel comme le droit de la Constitution, mais le droit constitutionnel comme la constitution du droit. Alors, ce n'est pas un jeu de mots, c'est simplement une inversion essentielle. Parce que, désormais, le droit constitutionnel est devenu jurisprudentiel pour l'essentiel. Oula, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en France, tardivement en France, car les anglo-saxons le font depuis toujours, en France, désormais aussi, le droit constitutionnel est devenu le socle fondateur de toutes les règles de droit. Le droit pénal, le droit commercial, le droit bioéthique, le droit, quelle que soit sa forme, s'appuie sur un socle dont les principes ont été énoncés dans le cadre du droit constitutionnel jurisprudentiel, c'est-à-dire par le Conseil constitutionnel. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Et pour conclure, je souhaiterais, afin de situer le droit, opérer quelques réflexions sur quelques couples parfois antagonistes ou complémentaires. Par exemple, droit positif, droit naturel. Droit positif, droit naturel. Droit positif, je vous l'ai dit, c'est le droit dans sa forme étatiquement sanctionné. Droit naturel, qu'est-ce que c'est? Droit naturel, c'est ou serait l'évocation de principes qui se veulent universels. Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. La liberté, la propriété, la résistance à l'oppression, l'égalité, voilà ce que sont ces droits inviolables et sacrés. Droits inviolables et sacrés. C'est écrit comme ça, à l'article 2 de la déclaration en question, droits inviolables et sacrés. On ne peut pas dire plus. Ça veut dire que ce sont des droits qui transcendent ce que peut être la production positive par les acteurs étatiques. Le droit naturel, vous savez, c'est cette référence donc à une sorte de droit humanitaire, des droits de l'homme, qui s'imposerait à tous. Et quand on parle de crimes contre l'humanité, on fait allusion justement à cette référence. C'est Antigone par rapport à Créon qui va contribuer à enterrer l'un de ses frères alors même que le roi avait émis un décret qui l'interdisait parce qu'elle estime que
pour éviter que les rapaces ne viennent dévorer le corps de ce frère et que son âme pour l'éternité soit dans une forme de solitude, il faut pratiquer ce geste. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est Sophocle qui est l'auteur de cette pièce Antigone et qui fait parler Antigone en référence à des valeurs religieuses transcendantales. Jean Anouilh va reprendre Antigone. Et la référence de Jean Anouilh, c'est plus les valeurs transcendantales, c'est le patriotisme qui se substitue en quelque sorte comme fondement à l'invocation de ces règles qui dépassent le droit positif. Bon, droit naturel, droit positif, j'en reparlerai et vous en entendrez parler dans d'autres cours. Évidemment, c'est très important. Deuxième couple, à la fois indissociable et parfois délicat, droit et force. Droit et force. Le droit s'accompagne de la force, naturellement, puisqu'il y a les sanctions, mais la force sans le droit, c'est la brutalité. C'est pour éviter la force qui conduit à cet affrontement brutal et définitif que le droit s'accompagne de cette sanction force publique. N'oubliez pas que dans cette dialectique, toutefois, et je pense encore une fois à Hegel, qui a cette phrase terrible, dans les rapports entre le droit et la force, trop souvent, à défaut de fortifier le droit, on justifie la force. C'est-à-dire que trop souvent, le droit est au service de la force et non pas la force au service du droit. Nous en reparlerons, car nous sommes, en droit constitutionnel, au cœur de cette problématique. Et enfin, le couple à la fois indissociable et souvent ignoré, droit et devoir. Désolé de le dire, mais il n'y a pas de droit sans devoir. On a eu beaucoup de plaisir à décrire et définir la Déclaration des droits de l'homme. On attend encore la Déclaration des devoirs de l'homme. Ça apparaît subrepticement par rapport aux générations futures, ça apparaît par rapport à l'environnement, mais on ne s'est pas encore mis d'accord sur ces devoirs. N'oubliez jamais que droit et devoir, c'est le recto et le verso d'une même réalité, la réalité sociale dans laquelle nous sommes obligatoirement imbriqués les uns et les autres. Voilà comme première approche que je voulais vous dire. Je voudrais ajouter en terminant, pour faire une pause de quelques minutes, que si vous n'avez pas compris, si vous voulez d'amples explications, vous n'hésitez pas à me le dire. Je suis là pour que vous compreniez, je ne suis pas là pour répéter ce que je sais. Merci de votre attention, elle a été soutenue, j'en suis reconnaissant, mais ce n'est pas fini, on a encore 1 heure, quelle chance. Alors nous allons reprendre. J'espère que vous n'êtes pas assommés. Je vous ai parlé à plusieurs reprises dans cette première heure, qui était évidemment superficielle parce qu'il s'agissait simplement de situer un peu là où nous étions. Je vous ai parlé plusieurs fois de l'État. L'État va être le cœur de notre réflexion. L'État a été à plusieurs reprises évoqué. Ce sera l'objet du chapitre 1er. L'État, avec un sous-titre, l'État, une forme d'organisation sociale universalisée. Une forme d'organisation sociale universalisée. Je vais revenir dans un instant là-dessus. Le deuxième thème qui fera l'objet de notre réflexion, qui va succéder au premier, c'est la Constitution. Socle de l'état de droit, comme je le disais il y a quelques minutes. Et la conclusion, après ce second chapitre, portera sur la mise en mouvement, au fond, de ces deux entités, de ces deux concepts, l'un par rapport à l'autre, en dynamique réciproque, État et Constitution, les régimes politiques. D'abord, l'État. Une forme d'organisation sociale universalisée. Vous savez que
Tout au long de l'histoire de l'humanité, les formes d'organisation collective ont évolué. Que la forme que l'on considère aujourd'hui comme étant la plus élaborée, c'est celle dans laquelle nous vivons, c'est ce qu'on appelle l'État. Vous remarquerez, sans doute plus tard, si vous ne l'avez déjà fait, que le mot État est un mot qui est souvent affecté d'un E majuscule, et ce n'est pas par hasard. Car on lui donne de ce fait même une respectabilité, on lui accorde une reconnaissance, voire on nourrit une dévotion à l'égard de ce qui paraît la forme la plus accomplie de nos organisations collectives. Il y a des expressions d'ailleurs qui ne trompent pas. Quand on parle de la raison d'État, qui est souvent le prétexte évoqué pour ne rien expliquer. Lorsqu'on évoque la raison d'État, ça veut dire que c'est le grand mystère. Ça veut dire qu'on se rapporte à des raisons substantiellement importantes, mais inaudibles parce que intraduisibles par le commun des mortels. Quand on parle d'un homme d'État par rapport à un homme politique, on dit que c'est un homme qui a acquis une stature, qui lui donne cette importance, le conduisant à un destin sans doute privilégié. Donc, c'est de cela dont nous allons parler, de cette construction qui s'est en quelque sorte nourrie de cette forme de reconnaissance, de dévotion, de respectabilité qu'on appelle l'État. Et ce que je voudrais que vous compreniez aussi, c'est que l'État, ce n'est pas une forme de concept qui serait à la fois abstrait et difficilement préhensible. J'ai tendance à penser que l'État, c'est une personne. Oh, non pas au plan juridique seulement. Je veux dire que cette forme d'organisation, elle est soumise aux mêmes pulsions, aux mêmes difficultés, aux mêmes crises que peuvent connaître d'autres personnes, que l'on appelle des personnes physiques, comme vous et moi. J'en veux pour preuve que cet être vivant est un être qui peut mourir, que jamais la configuration de l'État n'est définitive, que tout État est porté par une dialectique qu'il essaie de résoudre plus ou moins durablement entre l'unité et la diversité. Mais comme nous, l'unité, c'est une forme d'ordre unifié, d'ordre monopolisé. La diversité, c'est la différence. Si nous sommes trop unitaires, trop ordonnés, on peut sombrer dans ce que j'appelle la psychorigidité. Si l'État est trop centralisé, trop fermé sur son ordre, il peut se transformer en État crispé et totalitaire. À l'inverse, la diversité. La diversité, c'est la différence. Nous sommes tous plusieurs en même temps. Et si la diversité est trop forte, si les contradictions sont trop visibles, ça peut être le dédoublement de personnalité avec les problèmes que cela provoque, mais pour l'État, c'est la même chose. Si l'État est trop divers, s'il reconnaît trop sa pluralité, il peut se poser la question de son devenir. C'est le problème de l'Espagne aujourd'hui, avec la Catalogne et le Pays Basque notamment, j'en reparlerai. C'est le problème alors, surréaliste s'il en est, de la Belgique, condamnée sans doute à un éclatement futur. C'est le cas de l'Italie. L'Italie avec la fameuse Padani, Ligue du Nord, d'Umberto Bossi, qui voudrait bien se séparer du Sud, le Mezzogiorno,
qui est très avide de subsides publics, mais qui démontre un sous-développement chronique, etc. Tout change au niveau du contexte. Et je n'en voudrais pour preuve que l'actualité, le 31 mai 2009, c'est pas vieux quand même. L'Ossétie du Sud, je ne sais pas si vous voyez où est l'Ossétie du Sud. L'Ossétie du Sud, c'est la partie nord de la Géorgie. L'Ossétie du Sud, qui a été l'objet, vous le savez, l'an passé, d'un enjeu entre la Russie et le président géorgien, qui a failli dégénérer en conflit, et d'ailleurs le conflit est encore latent, rien n'est réglé, eh bien l'Ossétie du Sud a cru devoir se faire reconnaître comme État. L'Ossétie du Sud, c'est 70 000 habitants, hein, pas plus. C'est proclamé État, et le 31 mai 2009 a réuni pour la première fois de son histoire ce que les autorités du pays en question appellent leur Parlement. Toutefois, je voudrais rappeler que seuls la Russie et le Nicaragua ont reconnu l'Ossétie du Sud. Mais c'est une création récente. L'Abkhazie, qui est, là encore, un territoire, cette fois au nord-ouest de la Géorgie, qui est pourtant un petit pays, l'Abkhazie est dans la même situation. Mais on peut prendre d'autres illustrations. Si vous avez une vision géographique ou territoriale, vous pouvez regarder la Roumanie. Au nord de la Roumanie, il y a la Moldavie, qui est une langue de terre, en quelque sorte, qui évidemment faisait partie de l'URSS à l'époque de l'Empire soviétique, qui est aujourd'hui un État indépendant. Mais dans cet État indépendant, il y a une région, la Transnistrie, qui voudrait aussi se séparer de la Moldavie. On est dans une logique de déstabilisation en raison du passé. N'oubliez jamais qu'il y a eu une sorte de secousse tellurique d'ampleur en 1991. L'Union soviétique a implosé. Ce qui veut dire qu'un ensemble de territoires qui avaient été agrégés de gré ou et de force surtout à la Russie ont acquis et conquis leur indépendance. L'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, enfin je peux en citer un certain nombre, qui ont acquis... Donc on a vu dans un passé très proche naître des États, naître de nouvelles entités qui se proclament États. Ce que je vous dis là, dans le cadre des Balkans ou de la ceinture qui entoure la Russie, c'est aussi ce qui se produit ailleurs. J'évoquais la Belgique qui est en état de confrontation permanente entre les Wallons et les Flamands. J'évoquais l'Espagne. Je pourrais rappeler que, c'était en 1995, c'est vrai, le Québec a failli, par référendum, se séparer du Canada, des autres provinces, pour devenir souverain. Un peu plus de 49% de réponses positives, quand même, à ce référendum, etc. Je peux rappeler aussi qu'en Afrique, par exemple, vous avez un ensemble d'États, à l'avenir incertain et aux frontières imprécises, qui conduisent à des conflits plus ou moins ouverts, par exemple en République démocratique du Congo, ou bien au Nigeria, ou bien... Enfin, on peut multiplier les illustrations. On peut rappeler que, de la même façon, quand on regarde les frontières de la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, il peut y avoir aussi des revendications lourdes de conséquences. Bon, cela pour vous dire que n'ayez pas de l'État une image qui serait une image... Je sais que Nietzsche a dit que l'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Ça s'explique. Je vous expliquerai pourquoi il n'a pas tort. Mais néanmoins, ça ne se limite pas à cela. L'État, c'est aussi une personne qui a
des potentiels de développement, des potentiels d'épanouissement, mais aussi de crise. Et puis après tout, qui est une construction humaine, donc au nom de quoi serait-il bénéficiaire d'une éternité proclamée? Ce n'est jamais définitif, ces créations ou cette mise en place. Alors, quand je vous parle de l'État, il faut aussi peut-être commencer par l'essentiel, des définitions. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que l'État? L'État, c'est une autorité souveraine, définition simple, d'abord, première définition, autorité souveraine, s'exerçant dans le cadre d'un territoire et d'une population déterminée. Autorité souveraine, s'exerçant dans le cadre d'un territoire et d'une population déterminée. Phrase banale. 4 commentaires. D'abord, l'État, c'est une autorité. Ça veut dire que l'État nourrit une logique de pouvoir. De pouvoir. Tout État fonde son mode opératoire sur la distinction entre gouvernant et gouverné. Et la frontière qui sépare les deux, ça s'appelle le pouvoir. Donc l'État est bénéficiaire de cette logique. Deuxième commentaire, autorité souveraine. Oh, j'y reviendrai sur cette notion, mais d'emblée, comprenez que quand on dit qu'une autorité est souveraine, ça veut dire tout simplement qu'elle n'a de compte à rendre à personne, qu'elle n'a pas à expliquer ses décisions. C'est la connotation en quelque sorte divine de l'État, l'incarnation de l'esprit sur terre, comme disait Hegel, l'incarnation de l'esprit avec un E majuscule sur terre, la réalisation sublime de la créativité humaine dans le cadre de cette volonté divine. Donc, souveraineté, autorité souveraine, s'exerçant sur un territoire. Un territoire, ça veut dire un espace délimité avec des frontières. Et quand je dis un espace délimité avec des frontières, c'est d'une banalité affligeante, sauf que les millions de morts qui se sont amoncelés sur les frontières de la plupart des États, et regardez les millions de morts qu'on a pu accumuler entre nous et nos amis allemands sur les bords du Rhin, afin de faire respecter ce territoire. Donc, frontières, objet à la fois de respect, de confrontation, il faut un territoire avec des frontières. Et puis, quatrième observation toute bête, évidemment, pour qu'il y ait un État, il faut une population. Mais ce n'est pas si bête que ça, parce que une population, ce n'est pas un tas de cailloux. Une population, c'est un ensemble constitué d'individus qui sont reliés les uns par rapport aux autres. Une population, c'est une communauté. Ça doit l'être. Une population, dans la logique de l'État, c'est une nation. Nation. Nation comme élément fondateur de l'État. Autorité souveraine s'exerçant sur un territoire et une population déterminée. Deuxième définition, qui sera non pas juridique simple, mais sociologique. Et que j'emprunterai à un sociologue allemand que vous m'entendrez citer parfois et qui est important, Max Weber. Max Weber. W-E-B-E-R. Max Weber. W-E-B-E-R. Max Weber, qui est, donc je disais, sociologue allemand de la fin du XIXe siècle, début du XXe, 1880-1973 pour le rappeler, et qui dit ceci, l'état de point, communauté humaine, revendiquant avec succès pour son propre compte,
communauté humaine, revendiquant avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Communauté humaine revendiquant avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. C'est peut-être une formule un peu compliquée, mais facile à comprendre. Je vous le disais à l'instant, d'ailleurs. Pour qu'il y ait un État, il faut surtout une communauté humaine. Et quand on dit une communauté humaine, on soulève un problème. D'ailleurs, c'est un problème que nous connaissons en France aujourd'hui. Pour qu'il y ait une communauté humaine, il faut qu'il y ait une sorte de sentiment d'appartenance collectif. Il faut qu'il y ait le désir de vivre ensemble. Je reviendrai, bien sûr, avec Ernest Renan, sur cette notion de communauté ressentie. La communauté se distingue des communautarismes. Des communautarismes. Et vous voyez que tout de suite, on se trouve au cœur de la dialectique que j'évoquais tout à l'heure entre l'unité et la diversité. Quand on se crispe sur l'unité, c'est le cas de la France dans le cadre de cette République une et indivisible. Il ne peut y avoir qu'une communauté. Il ne peut pas y avoir de communautarisme, c'est-à-dire de groupes internes qui se revendiquent une différence et qui proclament celle-ci par rapport à cette communauté d'ensemble. Le rejet du communautarisme. De même que lorsqu'on dit qu'il y a un peuple français, il ne peut pas y avoir un peuple breton. Il y a eu d'ailleurs, c'était en 1985, dans le cadre d'une loi qui a censuré le Conseil constitutionnel, un article qui concernait la Corse, et qui commençait ainsi, l'article 1er, le peuple corse, virgule, composante du peuple français, refusé. Il n'y a pas de composante du peuple français. Le peuple français, il est à prendre ou à laisser, c'est un bloc. Il est homogène, c'est une communauté humaine. Donc, vous voyez, unité, diversité, où l'on affirme cette République une et indivisible, et elle est proclamée dans la Constitution, ou bien on souhaite développer les particularismes, la diversité, les communautarismes, mais alors on entre dans une mosaïque, dans un patchwork, qui peut conduire à l'éclatement. Communauté humaine. Bien sûr, cela fera l'objet de propos plus précis ultérieurement. Revendiquant avec succès pour son propre compte. C'est-à-dire, vous le voyez, cet ensemble collectif qui s'approprie la représentativité de l'ensemble, qui se reconnaît le droit de définir les normes, de préciser les règles qui seront celles de la vie commune, revendiquant pour son propre compte, avec succès, le monopole de la violence physique légitime. Ça, c'est important à 3 titres. Pourquoi ? Parce que premièrement, Max Weber insiste sur un point fondamental. L'État est répressif. Il est par nature. L'État use de la force. C'est ce en quoi le plus froid des monstres froids peut revenir en quelque sorte en écho. Il n'a pas à avoir d'état d'âme, l'État. Il s'impose et il doit en imposer pour exister. Donc, il use de la violence, violence encadrée, violence évidemment contrôlée, mais violence. Deuxièmement, monopole. Il n'est pas en concurrence. L'ordre public, ça ne se négocie pas. Ça ne se sous-traite pas. Ça ne se privatise pas. L'ordre public, ça fait partie d'une obligation. Ça fait partie, je dirais, de la fiche signalétique, la fiche d'identification de l'État. Et troisièmement,
monopole de la violence physique légitime. Légitime, ça veut dire accepter. Accepter. Ça veut dire, au fond, que on accepte l'autorité de l'État parce qu'on considère qu'il est en droit de la réclamer. On fait comme si c'était naturel. Tiens, par exemple, quand vous allez sortir de cet amphithéâtre, si jamais quelqu'un dans le couloir s'adresse à l'un d'entre vous pour lui réclamer 20 €, évidemment, il va se faire éconduire peut-être brutalement, et c'est normal. Mais si la personne qui est dans le couloir vous réclame 20 € en disant « Je suis huissier de justice, je viens par commandement en raison d'une décision du tribunal qui vous conduit à devoir acquitter cette somme », vous avez intérêt à obéir parce que l'huissier représente l'autorité judiciaire, laquelle a pris une décision qui s'inscrit dans le cadre des pouvoirs d'un tribunal, eux-mêmes arrêtés par des règles législatives qui correspondent à notre état de droit. L'État peut se permettre ça parce que c'est l'État. Voilà en quoi, quand on parle de légitimité, on est dans le domaine des croyances. On croit que l'on doit. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question. Ou bien, si on pose la question, on le paie à nos détriments, à notre détriment. Donc, légitime. Devoir d'obéissance, considérant comme... Donc, c'était la seconde définition. Alors, bien sûr, si je vous ai donné une définition juridique très sommaire, une définition sociologique un peu plus complexe, l'État est au cœur de, j'allais dire, de statolatrie et en même temps de condamnation tout aussi forte et extrême. Statolatrie, quand je vous disais que, pour Hegel, l'État c'était le sommet, le summum, c'était le must, c'était la réalisation de l'esprit sur Terre, c'était l'aboutissement, l'accomplissement. En revanche, Paul Valéry vous dira que l'État est un être énorme, terrible, débile, cyclope, d'une puissance et d'une maladresse insigne, enfant monstrueux de la force et du droit. Pour révéler ce côté artefact, comme on dit, c'est-à-dire artificiel, construit, mais qui impose, et qui donc qui contraint. Il y a eu ainsi, vous le voyez, des laudateurs, je dirais, des adorateurs de l'État, à tel point d'ailleurs qu'ils en arrivaient à faire de l'État leur objectif suprême et que tout devait être sacrifié pour l'État. C'est le cas de beaucoup d'États totalitaires. Et puis, à l'inverse, vous avez eu d'autres idéologies qui ont souhaité se débarrasser de l'État. C'est le cas du marxisme. N'oubliez jamais que Karl Marx prône le dépérissement de l'État. C'est-à-dire que c'est bien clair, l'État étant un moyen d'oppression au service de la classe dominante, la dictature du prolétariat doit conduire à l'éradiquer. Alors la question qui était posée, et qui a opposé d'ailleurs Trotsky et Lénine, c'était de savoir, est-ce qu'on coupe l'État comme une branche morte d'un arbre, ou bien est-ce qu'on attend que le fruit soit mûr pour qu'il tombe et que l'on s'en sépare? Résultat, c'est que ce fut l'excroissance de l'État et le stalinisme avec toutes ses horreurs. L'anarchisme est évidemment la doctrine la plus cohérente par rapport à la disparition de l'État, qui est l'oppresseur ultime. Proudhon, par exemple, s'empressera de vouloir mettre fin à l'existence de cet État. Il y a eu l'un et l'autre. Il y a eu des, vous voyez, l'État a été le siège, en quelque sorte, d'adoration et de rejet avec la même intensité de part et d'autre. Mais continuons quelque peu pour mieux cerner cet individu, cette personne un peu particulière qui vous accompagne, parce que dans la religion, on parle d'ange gardien parfois. Eh bien, l'État n'est pas votre ange gardien, sauf qu'il est toujours avec vous. Il est né avec vous, ou vous êtes né avec l'État, puisque vous avez été déclaré, dans le cadre de la déclaration de naissance, état civil. Et il vous accompagne en termes de couverture sociale, en termes de droits et de devoirs.
vous êtes citoyen, détenteur du droit de vote, et il vous accompagne jusqu'à la mort, et parfois au-delà, en fonction d'incinération ou autre mode de disparition. Donc, il est à vos côtés. Comme le dit Georges Burdeau, B-U-R-D-E-A-U, Georges Burdeau, qui a écrit nombreux ouvrages, mais l'un sur l'État, particulièrement l'État, Seuil, collection politique. Donc, Georges Burdeau vous dit, mais on ne voit pas l'État et pourtant il est omniprésent. Il est toujours là, sans qu'on puisse le voir. Donc, c'est ce côté aussi qui est passionnant de pouvoir, en quelque sorte, dévoiler cette présence constante et en même temps apparemment invisible dans son principe. L'État, c'est un mot qui revient et qui vient du latin étymologiquement et du mot stare, du verbe stare, pardon, S-T-A-R-E, stare. Stare, qu'est-ce que ça veut dire stare? Stare, ça veut dire se tenir debout. Se tenir debout. Alors donc, cela voudrait dire, et là encore c'est lourd de conséquences, que l'État, ce serait cette prothèse qui permet à l'homme de tenir debout, à la société de tenir debout, ce serait cette instrumentalisation, cet instrument plutôt, qui permettrait aux sociétés d'avoir une tenue. En conséquence, ça voudrait dire qu'il y a des sociétés qui n'ont pas d'État, donc qui sont inaccomplies, inachevées, dépourvues, en manque. Et puis il y a par ailleurs des sociétés qui, elles, ont accompli leur mission en mettant en œuvre ce qu'on appelle aujourd'hui l'État. Attention à cette distinction qui est dangereuse et inexacte. Elle est dangereuse parce que vous imaginez bien que dans une telle logique, on va établir une hiérarchie entre les sociétés accomplies et les sociétés non accomplies. Les sociétés sans écriture, sans histoire, donc insignifiantes, inférieures, pourquoi ne pas le dire, et puis les nôtres, qui sont policées, sophistiquées, organisées et bien supérieures. C'est, je crois, il faut bien le reconnaître, une forme d'européocentrisme, comme on dit, qui a nourri pendant longtemps notre fond culturel et qui est inexact. Je voudrais, pour vous en apporter la preuve, prendre deux repères. D'abord, premier repère, un auteur qui s'appelle Jean-William Lapierre, L-A-P-I-E, L-A en un seul mot, Lapierre, L-A-P-I-E, 2 R-E. Parce que Jean-William Lapierre a publié en 1970 un livre qui s'appelle « Vivre sans État ?» point d'interrogation. Intéressant, parce que la question posée est de savoir est-ce qu'on peut vivre sans État? Et il élargit, c'est ce qui est intéressant dans sa vision, il élargit le champ d'observation panoramique. Il regarde les sociétés animales et les sociétés humaines. L'homme est un animal social. Il regarde société animale et société humaine. Et il constate que dans les sociétés animales, il y a des degrés de sociabilité variables. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont plus sociables que d'autres, dont l'attirance mutuelle des congénères est plus systématique et organisée que dans d'autres cas. Par exemple, il constate que les coccinelles, les dauphins, sont plutôt individualistes, donc avec un degré de sociabilité plutôt faible. Qu'à l'inverse, les fourmis, les éléphants, sont dans une forme de sociabilité beaucoup plus intense, de coopération constante, comme les castors, par exemple. Donc il y a des modes, vous voyez, de fonctionnement de ces sociétés qui sont différents. Et pour autant, il ne faut pas dire que la société des éléphants est plus avancée que la société des dauphins.
il n'y a pas de correspondance entre ce que pourrait être une supériorité d'une espèce par rapport à une autre. Transposons par rapport à nos sociétés humaines. Il y a en effet, dans nos sociétés, hélas de moins en moins d'ailleurs pour ce qui les concerne, car elles dépérissent et disparaissent, des sociétés que l'on appelle à pouvoir indifférencié, c'est-à-dire des sociétés qui, dans des villages, continuent à vivre selon leurs règles ancestrales, sans préoccuper du reste, sans se préoccuper de leur environnement, qui vivent dans un monde clos, dans un monde homogène, dans un univers fermé. C'est le cas, par exemple, je pense à une tribu en Colombie, la tribu des Kogi. Parce que cette tribu des Kogi, elle a une histoire particulière. Il s'avère qu'un jour, un géographe français s'est aventuré sur la montagne qui jouxte la mer au nord de la Colombie, et que dans son expédition, il a eu un malaise, il est tombé, qu'importe, il a perdu connaissance, et ne s'est réveillé que quelques temps plus tard, il ne sait pas combien d'ailleurs, dans une hutte au cœur d'un village, des Kogi, K-O-G-I, et qui l'ont soigné. Il était dans un semi-coma, il faisait une forme de pleurésie au fond, me dit-il en tout cas, et il a été soigné au bout de quelque temps, avec évidemment des soins naturels, des plantes, des bains dans la rivière, enfin qu'importe. Au bout de quelque temps, il est remis sur pied, et à ce moment-là, le chef du village lui demande de partir, comme si la contagion pouvait risquer de désintégrer les habitudes de vie communes traditionnelles de ce groupe. Il rentre à Paris et culpabilisé en se disant « mais je leur dois la vie, sans doute. Que puis-je faire pour eux ?» Il s'était rendu compte, dans le cadre de ce séjour, même bref, que le vrai problème de cette tribu des Kogi, c'est que c'est un peuple de cueilleurs, un peuple agricole, rural, qui pratique la culture, c'était que leurs terres étaient de plus en plus accaparées par soit les paramilitaires, soit les cartels de la drogue, mais qu'ils auraient bientôt une difficulté à subvenir à leur propre subsistance. Donc il va créer une fondation, et il continue encore aujourd'hui, pour permettre à cette tribu de retrouver davantage de terre pour se redonner un peu plus d'espoir. Eh bien, ce qui est frappant, c'est que cette société, je vous l'ai dit, c'est une société close, homogène, fermée. Par ailleurs, j'y reviendrai dans un instant, par ailleurs, il y a des sociétés qui sont comme les nôtres, des sociétés où la sociabilité, pour reprendre la formule de Jean-William Lapierre, est organisée, même très sophistiquée. Des sociétés qui ont des États, qui ont un personnel politique, qui ont une fonction publique, donc qui sont très organisées. Ce sont des sociétés en général hétérogènes, ouvertes, et donc qui ont un autre mode de régulation. Seules ces dernières ont un État. Faut-il pour autant considérer qu'elles sont supérieures aux précédentes? Non. Nous sommes dans des logiques de sociabilité variable et de modes d'organisation différenciés. La différence, elle est simple. C'est que dans le premier cas, je vais prendre une comparaison très simple, vous allez voir en effet la portée. Vous savez qu'il y a, hélas, des personnes qui vivent ou qui naissent avec certains manques, notamment en termes de lutte contre les bactéries. Ils n'ont pas les anticorps qui leur permettent de résister, donc elles doivent être protégées par des bulles à l'intérieur desquelles elles sont à l'abri de tout risque qui pourrait être mortel. Eh bien, c'est un peu le cas de ces sociétés dont je viens de parler. Les Kogi, les Tupi-Guarani, etc., qu'importe. Donc, c'est de ce dont je viens de parler. Elles sont dans leur bulle et elles vivent ainsi. Mais le jour où elles rencontrent des sociétés venant d'ailleurs avec des modes de régulation hétérogènes, où elles ne résistent pas, elles n'ont pas sécrété les anticorps.
ce sont les Espagnols qui ont, avec les Incas, connu ce genre d'aventure, les Portugais, etc. Toutes les colonisations ont, la plupart des colonisations se sont trouvées dans ce cas de figure. Alors que les autres sociétés, celles qui se sont confrontées au mixage, en quelque sorte, elles sont vaccinées. Et elles peuvent aller à l'encontre d'autres cultures sans pour autant être mises en danger. C'est à ce niveau-là. Donc ne pas avoir une vision qui soit une vision hiérarchique prononcée entre les sociétés qui ont un État et celles qui n'en ont pas. Et puis, c'est dangereux et inexact. Je voudrais prendre deuxième auteur de référence, Pierre Clastres, C-L-A-S-T-R-E-S. Pierre Clastres, C-L-A-S-T-R-E-S. La société contre l'État. La société contre l'État. Pierre Clastres, dans sa réflexion, c'est un anthropologue qui a passé beaucoup de temps à comprendre une autre peuplade, celle des Tupi-Guarani en Amazonie. Tupi, T-U-P-I, trait d'union, Guarani, G-U-A-R-A-N-I. Il a vécu avec cette peuplade, il a essayé de comprendre comment elle fonctionnait. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de forme d'organisation du type de celui que l'on peut connaître dans nos pays. Et il s'élève avec violence et vigueur contre l'idée qui consisterait à dire que l'on présente ces sociétés comme des sociétés inaccomplies, qui ne sont pas allées jusqu'au bout de leur évolution, donc qui sont handicapées en quelque sorte. Et il prend le contre-pied en disant « mais c'est faux ». Et j'ai en mémoire, je pourrais citer, c'est la page 165 du livre en question, la description qu'il fait de l'occupation quotidienne des hommes dans le cadre de cette peuplade, qui ne sont pas du tout dans un état de pauvreté, de mendicité, voire inaptes à se nourrir, qui au contraire vivent dans l'opulence, vivent dans les plaisirs, vivent dans l'insouciance, les jours après jour. Ce n'est pas en soi coupable, et puis au nom de quoi serait-ce inférieur à ce que nous vivons dans nos sociétés. Il relève que dans ces sociétés, qui n'ont ni foi, ni loi, ni roi, pour reprendre une formule qu'il utilise dans sa réflexion, il y a aussi un mode de fonctionnement humain qui est respectable. Donc, comprenez bien que si l'État est devenu la matrice universelle qui est aujourd'hui le mode de référence en termes de conciliation entre l'individu et le groupe, pour réguler cela au mieux, c'est une forme qui vient du passé dans le cadre de cultures spécifiques. Ce qui veut dire au fond que quand je dis que l'État est une forme d'organisation sociale universalisée, qu'aujourd'hui, en 2009, l'État est à la fois revendiqué et rejeté. Amour-haine. Là encore, c'est un peu le comportement à l'égard d'une personne. Il est revendiqué. Il est revendiqué. Regardez, il y a plus de 25 États qui sont nés dans la dernière décennie. Enfin non, à partir de 1991, pour être plus précis. Donc, aujourd'hui, quand un peuple commence à considérer qu'il a une identité qui le distingue de son voisin, alors il demande à devenir un État. L'Ossétie du Sud, c'est le cas. Parce que l'Ossétie du Sud, n'oubliez jamais qu'elle a été, mais comme la Géorgie auparavant, un territoire sur lequel régnait le pouvoir soviétique depuis des décennies, qu'il y a donc eu forcément des mariages mixtes, qu'il y a eu forcément des occupations par l'armée rouge, et que cela crée des communautés qui sont parfois au désespoir d'un passé glorieux et dans l'attente d'un avenir hypothétique.
et donc qui aimerait bien se voir reconnaître en tant que tel. La Macédoine, tiens, la Macédoine, la République de Macédoine. J'ai fait une mission, plusieurs missions, République de Macédoine, Skopje, au nord de la Grèce. Voilà un petit pays, qui essaie de s'identifier par rapport à ses voisins et qui trouve tout son honneur à être reconnu comme un État parce que ça le distingue comme peuple. Mais regardez, tout à l'heure, je vous parlais de l'Espagne. En Espagne, l'an dernier, il y a quelques mois, il y a eu un conflit qui n'est pas résolu, qui a été plus ou moins atténué, c'est vrai, entre la Catalogne et Madrid, c'est-à-dire entre la région, entre la province, enfin l'autonomie provinciale de Barcelone et le gouvernement central. Parce que la Catalogne voulait qu'on la reconnaisse en tant que nation. Et M. Zapatero a très bien compris à Madrid que si jamais la Catalogne se voyait reconnaître par l'Europe la qualité de nation, le pas supplémentaire, c'est qu'une nation devient un État. Donc c'était, en quelque sorte, la voie vers la reconnaissance d'un nouvel État, etc. Autrement dit, il y a des revendications de plus en plus. C'est curieux, il y a peut-être un phénomène dominant en ce moment qui forcément connaîtra un jour un reflux, mais la recherche de l'autonomie, de l'identité, de la différence pour s'affirmer et être reconnu. Les Inuits, voilà une illustration aussi assez récente du côté du peuple esquimau. Mais par ailleurs, si l'État est revendiqué comme étant le salut que l'on attend pour pouvoir exister, le droit à la reconnaissance, à l'inverse, l'État est aussi bousculé, pour ne pas dire critiqué. Et critiqué à deux titres. Je résume à une formule. Il serait trop petit pour les grandes choses et trop grand pour les petites choses. Il serait trop petit pour les grandes choses. C'est-à-dire que l'État apparaît aujourd'hui trop étriqué pour répondre aux défis d'une mondialisation douloureuse, défis d'un environnement délicat pour le moins, défis de ces échanges internationaux qui se passent des frontières naturellement, et on ne trouve le salut que dans des coopérations. Le G20, au fond, ce n'est rien d'autre que le constat, seul on ne peut rien faire. Seul on ne peut rien faire. Et vous voyez bien d'ailleurs, suivez ce qui va se passer à Pittsburgh ou dans le cadre de l'évolution de préparation de ce G20, parce qu'on se retrouve exactement dans la logique que j'évoquais tout à l'heure de la conciliation entre la personne, et le groupe. Chaque État, disons, est une personne. La France, l'Allemagne ont des revendications, ont des volontés. Déjà, France et Allemagne se sont entendus pour faire combat commun. Gordon Brown est venu s'associer à ce combat concernant la régulation des finances internationales, pour simplifier. Ensuite, il faut faire adopter par 20 États, G20, ces règles, sinon ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si les règles du jeu ne sont appliquées que par une partie des acteurs, elles ne seront pas appliquées. Donc, c'est bien la manifestation de ce dépassement inéluctable des frontières étatiques étriquées pour répondre aux défis de cette guerre mondiale que j'évoque à nouveau, ouvrage de Michel Serres, donc que j'indiquais. Mais, corrélativement, si l'État est trop grand, trop petit pour les grandes choses, il est trop grand pour les petites choses. Chacun veut être reconnu à sa place, là où il est, avec son identité, avec ses caractéristiques, avec sa personnalité, avec son enracinement. Et c'est la chance des régions. Car simultanément, en même temps qu'il y a un mouvement qui déconsidère l'État pour traiter des affaires du monde, en même temps, il y a un mouvement, je dirais, infra-étatique, on appelle ça la décentralisation, on appelle ça la régionalisation. Car la région est plus proche, elle est plus à l'écoute, elle peut être plus proche du sur-mesure, alors que l'État serait du prêt-à-porter, si je puis dire, en termes de réponse aux attentes individuelles et mise en place de services sociaux correspondants. Donc vous voyez que
quand je vous parle de l'État, c'est un monde foisonnant. Ce n'est pas simplement une personne neutre qui accapare à la fois les ressources privées dans le cadre des impôts pour des services publics. Non, c'est beaucoup plus que cela. C'est à la fois une personne, c'est aussi un enjeu. Pour certains, c'est une ambition. Pour d'autres, c'est une cible. Mais ce n'est pas neutre. Alors, cela étant dit, reste maintenant à évoquer d'un peu plus près, et ce que je vous propose à partir du prochain cours, c'est de mener une enquête policière. On va transformer ça en enquête policière. On va essayer de comprendre, mais qu'est-ce que c'est que cette personne, l'État? On va partir à sa recherche. Et vous savez très bien que lorsqu'on veut connaître quelqu'un, lorsqu'on part à la recherche d'indices, vous avez quelqu'un en face de vous, vous ne connaissez pas, première chose, tiens, d'où il vient? D'où il vient? Ça peut donner des indices. Et puis, deuxième étape, au fond, qui est-il? Quels sont ses signes extérieurs? Voilà. Et puis, troisième étape, mais au fond, que fait-il? À quoi sert-il? Et puis enfin, quel est son mode de comportement, là? Comment il agit? Donc, ce sont ces 4 regards complémentaires qui me permettront peut-être, en conclusion, de vous donner le portrait robot de ce qu'est l'État dans lequel nous nous trouvons. Vous avez décidé de partir, ça tombe bien, moi aussi. Donc, à vendredi, 13h30. Pour ceux qui suivent le cours de sciences politiques, c'est à 17h aujourd'hui. Merci de votre attention.